donc on va passer à la dernière intervention et comme, Laurent a fait un souci d'exemplarité, il a décidé de la faire en 15 minutes au lieu de 20 minutes. C'était ce que tu m'avais dit. Tu as la parole. Oui, bah, disons que voilà, en tant qu'organisateur, effectivement, on a la responsabilité aussi de l'atelier du chronomètre. Donc, moi, je vais continuer cette mise en perspective qu'on a entrepris cet après-midi de la déclaration Schuman pour essayer d'envisager la déclaration Schuman chez les historiens. Donc, à travers aussi, en reprenant tous les débats qu'on a vus aujourd'hui. Donc, je reprends ce que j'avais dit au début, c'est-à-dire que la déclaration Schuman, je parlerai surtout d'elle, un petit peu de la COD, a vraiment un caractère révolutionnaire, pas simplement pour nous, Français, mais je pense dans le sort en général, par cette offre de réconciliation envers l'ancien ennemi allemand, dont on a vu tout au long de la journée qu'elle n'était absolument pas évidente, hein, y compris pour Monet et pour Schuman. Et d'autre part, par le modèle institutionnel qu'elle a mis en œuvre, dont on a un petit peu moins parlé, mais c'est quand même important. C'est ce mélange d'institutions, en partie fédérales, en partie intergouvernementales, dont on est encore aujourd'hui les héritiers à travers l'Union européenne, qu'on l'aime, qu'on la déteste, hein, pour s'inscrire dans la communication aussi de Bernard Brunto. Donc, finalement, moi, j'envisagerais deux débats principaux qui sont assez largement les débats qui ont agité notre colloque aujourd'hui. D'abord, le débat sur l'État, et là, je reprends aussi déjà la communication de Sylvain Sherman, hein, à la base. C'est-à-dire, est-ce que finalement la déclaration Schuman, c'est un sceau communautaire, un sceau fédéral? Ça a été une interprétation. Ou est-ce que c'est au contraire un renforcement des États, renforcé par la construction européenne? Premier débat, chez les historiens et je pense en général. Et puis le deuxième débat, il porte sur plutôt la chronologie dans les relations internationales. Est-ce que la déclaration Schuman et puis la CED aussi sont simplement le produit des circonstances de la guerre froide, de cette phobie anti-soviétique dont parlait Jenny Rafik, ou est-ce que c'est au contraire une étape importante dans un processus de plus long terme, hein, disons, de régulation de la mondialisation? Donc, vous voyez 2 débats et donc 4 parties, donc voilà, traitées en 15 minutes. Voilà, la première, c'est assez évident. Est-ce que interpréter la déclaration Schuman comme un sceau communautaire, comme vraiment une rupture dans l'histoire de la construction européenne et des relations internationales, c'est quelque chose d'assez évident. On a beaucoup d'historiens aujourd'hui, enfin ici dans cette salle, hein, y compris moi qui le mettent en valeur, donc c'est pas quelque chose de nouveau. On peut remonter à Henri Ribon, que Vincent Melançon a montré, Pierre Jardet, et puis évidemment la plupart des historiens qui se trouvent ici, qui soulignent que effectivement la construction européenne n'a pas commencé le 9 mai 1950, et Jenny Rapic nous l'a rappelé ce matin. On avait de Bruxelles, l'OSCE, qui a évoqué Gérard Bossuat, le Conseil de l'Europe. Robert Schuman a joué un grand rôle dans la naissance du Conseil de l'Europe. Mais toutes ces aussi beaucoup de tentatives, Alessandro en a parlé, d'Europe franco-italienne, franco-britannique aussi. Mais c'est l'échec, ou disons les succès limités de toutes ces tentatives qui finalement ont amené Monet et Schuman ensuite à proposer quelque chose de différent. Après, finalement, un jeu de, disons, de try and error, après l'échec de nombreuses solutions. Donc ça, c'est une vision qui est très répandue dans le domaine qui est bien représenté ici et dans lequel je m'inscris, qui est l'histoire de la construction européenne. Alors, ça ne veut pas dire que ça a d'ailleurs un saut fédéral, parce que les historiens ont bien noté que les fédéralistes purs étaient parfois déçus, en fait, par la déclaration Schuman, parce que eux fondaient plus d'espoir dans le congrès le congrès de la Haye, le Conseil de l'Europe, le mouvement européen. Bon, donc ça, je pense que c'est l'interprétation la plus connue, c'est pour ça que je suis assez rapide là-dessus. Alors, face à elle, s'est développée aussi une autre interprétation qu'on retrouve un petit peu chez les mêmes et qui a été, disons, synthétisée dans une formule choc d'un historien britannique qui s'appelle Alan Milward, qui associe la construction européenne communautaire, en particulier la déclaration Schuman, au sauvetage de l'État-nation. Ah, c'est le titre d'un TNC, The Rescue of the Nation State. Et alors, Alan Milward, avec un goût assez consommé de la provocation, estime que les historiens que j'ai mentionnés au départ, les historiens de la construction européenne, entretiennent un espèce de mythe fédéraliste
Donc lui, il appelait ça les European Saints, que en fait Schuman et Monnet n'étaient absolument pas fédéralistes, et que s'ils ont proposé la déclaration Schuman, c'était avant tout pour des intérêts français. Et alors, Alain Milward est celui qui, disons, développe cette thèse de manière la plus éclatante, mais à la limite, chez certains historiens que j'ai représentés dans le premier camp, on retrouve également les mêmes raisons. Enfin, si on lit ce qu'a écrit Jarre, par exemple, l'Europe des Français, voilà, on voit bien que Monnet et Chouette étaient aussi guidés par des intérêts nationaux. Et là, il faut revenir un petit peu, je vais donner un petit peu une dimension matérielle qu'Alessandro avait donnée tout à l'heure, en réaction aussi à des questions qu'on a eues. Voilà, le contexte quand même de la déclaration Schuman 1950, pas du tout le même qu'aujourd'hui, hein. On est encore dans une France encore en reconstruction, des pénuries, les pénuries alimentaires ont cessé en 49, hein. Donc là, Alessandro avait montré un document qui avait beaucoup choqué aussi en 47-48, où on parlait de soudure. Donc, quand on est en histoire, la soudure, c'est plutôt un vocabulaire qu'on utilise en histoire antique, médiévale, moderne, où voilà, au printemps, on attendait avec impatience ces nouvelles récoltes et on finissait les récoltes précédentes, c'était la soudure. Voilà. Bon, la France de 48, c'est quand même un des États qui était riche, un État industriel, mais on était encore revenu à cet état de soudure. Donc, vous voyez, quand Monnet et Schuman proposent la déclaration de Schuman, effectivement, leur priorité, c'est la reconstruction. La France est en reconstruction, elle sort de 10 années quand même de privation alimentaire. Et l'impératif, c'est d'obtenir du charbon allemand, parce qu'en fait, on manquait de charbon en France. Et donc, effectivement, c'est ce qui les guide, hein. Et donc, quand on met l'accent, comme l'avait fait Gérard, comme l'avait fait Alan Milward, comme l'a fait aussi Francis Lynch, sur les motivations économiques du plan Schuman, bah, on en revient finalement à une vision nationale, puisque effectivement, la France était un pays qui manquait de charbon, et qui avait absolument besoin du charbon allemand, hein. C'était une obsession. Alors ça paraît peut-être un petit peu lointain aujourd'hui à comprendre, mais bon, le charbon à l'époque, c'était une source d'énergie, mais c'était aussi nécessaire pour la reconstruction parce que pour faire de l'acier, vous savez, il y a pas de mine d'acier qui existe, hein, c'est du minerai de fer. Le minerai de fer, on doit le mélanger avec du charbon de bonne qualité, c'est le coke. Et en France, on manquait de coke, on devait l'importer d'Allemagne. Voilà. Donc pour reconstruire la France, il nous fallait du coke. Et pour éviter que l'industrie sidérurgique allemande ne dépasse l'industrie sidérurgique française, il fallait absolument créer les conditions, disons, aujourd'hui on dirait d'un libre marché, de concurrence loyale. Il ne faut pas que les entreprises allemandes ne soient avantagées de manière trop manifeste. Et la déclaration Schuman intervient au moment où la sidérurgie allemande, justement, décolle et rattrape la sidérurgie française. Donc, vous voyez, si on prend cette optique, disons, économique, mais qui est aussi stratégique, hein, évidemment, qui est aussi sociale, on est conduit finalement à envisager la CECA comme un sauvetage de l'État-nation. Alors, à la meilleure, va très loin en disant c'est même le sauvetage du plan Monnet. C'est-à-dire que c'est la déclaration Schuman qui sauve le plan Monnet. Et il s'appuie aussi d'ailleurs sur des éléments qu'on a soulignés ce matin, à commencer par Sylvain Chomet. C'est-à-dire que Robert Schuman, Jean Monnet, ce sont des personnages qui n'étaient pas forcément des militants de la construction européenne dans l'entre-deux-guerres, comme ont pu être Conor Calary ou Aristide Briand, euh, et qui finalement, je crois qu'Alessandro l'a souligné aussi hein, dans sa communication, disons, s'intéresse à l'Europe à partir du moment où c'est une solution pour la reconstruction de la France. Alors évidemment, Adam Milward, comme beaucoup bon, peut-être pas beaucoup, comme certains historiens un peu provocateurs, va un petit peu loin, puisque, et Sylvain Schirmer l'a rappelé, même si Monnet et Schuman n'étaient pas engagés pour la construction européenne, ils avaient déjà une vision qui dépassait le cadre strict de l'État-nation, hein. Donc Schuman avec ses préoccupations régionales, Monnet évidemment avec son expérience à la SDN, dans la coopération interalliée sur laquelle je reviendrai. Et puis, Gérard a aussi montré, Gérard Bossuet, que dès 1943, Jean Monnet avait une proposition précise d'organisation de l'Europe qu'il avait proposée à De Gaulle pendant la. Voilà, donc est-ce que c'est une opposition ou une vision finalement où les deux faces hein, d'une même pièce, on peut se le demander. Alors ça, c'est un débat qu'on a commencé à avoir. Là, je vais élargir la focale au débat sur la place de la déclaration Schuman dans les relations internationales, dans l'histoire des relations internationales. Est-ce que c'est que parfois on a tendance à l'entendre, enfin surtout une période un peu plus ancienne, juste un avatar de la guerre froide où
un élément plus ancien dans l'histoire des coopérations internationales. Alors là, on l'a bien entendu tout à l'heure avec Chéni Rafik, la situation dramatique de la France sur le plan économique a des répercussions sur le plan stratégique, hein. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il y avait cette phobie de l'Union soviétique? Parce que sur le plan des rapports de force, vous aviez une domination écrasante des troupes conventionnelles soviétiques par rapport aux troupes conventionnelles occidentales, américaines comprises, et puis des soviétiques depuis 1949 avaient la bombe atomique. Et le troisième élément, c'est qu'ils étaient dirigés par Staline, qui était un dirigeant agressif. Donc on avait, si vous voulez, cette phobie, et face à ça, on avait une France qui était en situation de faiblesse, un espèce de colosse au collier d'argile. On était une grande puissance, on avait le statut de membre permanent du Conseil de sécurité, on avait un empire colonial, mais on était une puissance aux abois qui défendait des financements américains. Là, je m'appuie sur l'ouvrage de la thèse de Jenny Raffi qui montrait que de 52 à 54, un tiers des dépenses du budget de l'État, c'était la guerre en Indochine, qui a même été payée par les Américains. Si vous regardez des photos de la guerre d'Indochine, c'est l'impression que c'est la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est que du matériel américain. Donc, oui, là, quand on a cette perspective-là, je ne dis pas que c'est la perspective de Jenny Raffi, mais je veux dire, si on a ce regard-là, et on a des historiens comme peut-être Gerhard Lundestad, par exemple, qui met l'accent là-dessus, on insère la déclaration Schuman et même la CED, finalement, comme un espèce de sous-ensemble d'une guerre froide qui, vraiment, est l'élément dominant. Et effectivement, peut-être que si on se met dans l'état d'esprit des Français d'époque, c'est ça qui dominait leur perception, leur préoccupation. Mais inversement, et là je vais peut-être être un tout petit peu plus long sur ce dernier élément, on peut insérer la déclaration Schuman dans des dynamiques de plus long terme à travers des éléments qu'on a juste ébauchés, qui sont d'une part l'histoire plus longue des organisations internationales dans laquelle on inscrit la CK, et la régulation de la mondialisation, si on veut, la régulation des interdépendances, et d'autre part les réseaux démocrates chrétiens. Alors le premier élément, la déclaration Schuman, c'est aussi disons une étape importante dans la volonté des Européens, des hommes et des femmes, de réguler ce qu'on appelle aujourd'hui de réguler la mondialisation avec les premières organisations internationales permanentes naissent à la fin du 19e siècle. La première étant l'Organisation internationale des télégraphes, qui existe toujours aujourd'hui, ça s'appelle Organisation internationale des télécommunications. Après, on a eu la SDN, surtout, dans laquelle s'est fortement impliqué Jean Monnet. Il n'est pas resté très longtemps, mais bon, il a cette expérience avec lui. Les coopérations interalliées, ponctuelles, mais quand même structurées pendant les deux guerres. D'autres éléments aussi dont on n'a pas parlé, Vincent a montré les photos d'Henri Livet. Henri Livet, c'est quelqu'un qui avait étudié l'entente internationale de l'acier en 1926. C'était une tentative des grandes compagnies sidérurgiques de dépasser les antagonismes nationaux, de dépasser aussi la fermeture des frontières pour organiser les échanges dans l'Europe carolingienne, en fait, l'Europe qui allait devenir l'Europe des six. Alors c'est une entente qui a duré quelques années, ensuite elle a été victime évidemment de retour des nationalismes, mais c'était aussi un premier exemple d'expérience dont se sont servis après plusieurs individus d'ailleurs, mais en particulier Monnet, lorsqu'il a proposé son plan, et Schuman. C'est-à-dire que le plan Monnet s'inscrit dans une réflexion de plusieurs experts sur la meilleure manière de résoudre ce problème de l'alimentation en charbon, en acier, de résoudre les problèmes de conflits commerciaux pouvant résulter du protectionnisme, ou au contraire d'une dérégulation des échanges. Donc on a une espèce de mémoire, si vous voulez, des débats anciens qui persistent et qui se voit aussi d'ailleurs dans la déclaration Schuman, parce que la déclaration Schuman fait référence indirectement au plan Briand. Elle dit voilà les efforts que la France a déployés depuis 20 ans. Alors ça ne veut pas dire que Monnet et Schuman étaient des partisans du plan Briand ou de l'entente internationale de la Chine, mais ça veut dire que il pouvait s'appuyer en fait sur cet héritage. Enfin, en tout cas, il baignait dans un contexte de 1950 qui pouvait s'appuyer en fait sur cette expérience ancienne et qui contredit du coup
plutôt la vision de court terme centrée sur la CK, en montrant que voilà, les hommes de 1950, les hommes et les femmes, alors c'est surtout des hommes, bon, on n'a pas dit quand même que c'était Robert Schuman qui nommait la première femme ministre de plein exercice. Hein. Poinçon Chapuis qui était ministre de la Santé. Donc quand même, c'est important de, 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 de rappeler ça. Mais bon, le fait est que c'était surtout des hommes à l'époque. Et donc cette déclaration Schuman, vous voyez, elle s'insère aussi dans cette réflexion, dans cette expérience de plus long terme de la coopération internationale. Hein, c'est pas juste Monnet tout seul qui, en 1950, enfin en 1943, puis en 1950, a cette idée-là. On a des expériences qui sont réactivées. Et le dernier élément, c'est le réseau démocrate chrétien. Et là, c'est un petit peu la même chose. Sylvain Sherman l'a dit. Robert Schuman n'est pas tellement dans le réseau démocrate chrétien européen. Là, le grand historien, c'est Wolfram Kaiser, qui a écrit un livre sur les réseaux démocrates chrétiens en Europe depuis la fin du 19e siècle. Effectivement, quand on regarde à l'index, Schuman apparaît assez peu dans l'entre-deux-guerres. Il participe à une réunion en 1932 avec Gaston Eskens, qui deviendra Premier ministre de Belgique. Mais voilà, d'ailleurs, Wolfram Kaiser le dit, bon, Schuman, c'est un original parmi les conservateurs français parce qu'il est favorable à la réconciliation allemande, cet élément-là, mais il n'est pas particulièrement actif dans ces réseaux chrétiens démocrates catholiques. Mais, et ça, c'est ce que montre aussi Kaiser et d'autres historiens, ça a été utile quand même, après-guerre, parce que Schuman a pu s'appuyer justement sur ces autres chrétiens démocrates qui étaient au pouvoir dans d'autres pays européens pour faciliter la circulation des idées. Et donc, même si, rétrospectivement, on ne peut pas en faire un animateur des réseaux chrétiens démocrates de l'entre-deux-guerres, il a pu s'appuyer en fait sur cet héritage qui pouvait être préservé à travers notamment la figure d'Adenauer. Voilà, qu'il y aurait beaucoup à dire aussi. Je vais aussi un petit passage sur Annie Lacroix-Rie, aussi dans mon papier, mais je vais m'arrêter là simplement pour dire que la déclaration Schuman, en fait, on peut l'interpréter de diverses manières, ce qui veut dire qu'il y a une bonne et une mauvaise interprétation, en fait. Hein. À partir du moment où où on se met d'accord sur les faits, en fait, c'est pour ça aussi que je voulais insister sur cette communication, sur un peu l'aspect méthodologique, c'est-à-dire que on peut avoir un établissement des faits qui soit commun, mais à dégager diverses interprétations. Mais ces interprétations, elles sont à la fois divergentes et complémentaires. Les deux couples d'interprétations que j'ai trouvés, donc l'État, est-ce que c'est une déclaration fédérale ou semi-fédérale ou un renforcement de l'État-nation? On a toujours le débat en sciences politiques. Hein, Michel Mangelot est bien placé pour le dire, tant d'intergouvernementalistes que de néo-fonctionnalistes et de leurs héritiers en sciences politiques encore aujourd'hui. Et l'autre débat sur la nature de la construction européenne comme fille de la guerre froide, ce qui explique qu'aujourd'hui, finalement, on soit dans un tel état de sidération avec une manifestation profonde des relations transatlantiques. Et à une époque qui s'inscrit sur des idées de plus long terme qui ne sont pas forcément, qui ne se résument pas à la guerre froide. Et donc, du coup, on peut se demander si finalement ce caractère pluriel de la déclaration Schuman, c'est pas aussi une des sources de son succès. Marc